Nous continuons donc l'émission avec cette actualité. Je vous le disais, c'est une histoire invraisemblable. Un citoyen fait déguerpir une trentaine de familles à Koya. Depuis 48 heures maintenant, ces familles dorment à la belle étoile. Leurs habitations ont été démolies sous leurs regards impuissants. Ils accusent notamment le préfet de soutenir le responsable des démolitions à l'issue d'un procès qu'il aurait remporté. Leur adversaire est resté sans état d'âme. Ces machines ont tout détruit sur leur passage. Quelle est la vérité dans cette affaire? Le préfet est-il réellement impliqué? Nos invités sont là, Condé et Fodeba. Barou, donc bonjour, bienvenue. Bien, allez-y, bonjour. Voilà, de l'autre côté, bien. Bonjour madame. Bienvenue. Bonjour madame. Et vous vous présentez? Moi c'est Habafassou Ignace. Alors, on a suivi cette actualité, ces démolitions. C'est à peu près plus de 30 maisons. C'est à peu près combien? À peu près une trentaine de maisons qui a été touchée. C'est quoi le problème? Quelle est la base de cette histoire? Bon, à notre fort étonnement, nous avons été... Les grandes gueules. Surveillant sur la site. Parce que la site n'est pas totalement habitée. C'est des maisons en chantier et d'autres ont complètement fini. On a vu des gens qui étaient là-bas, qui habitaient là, une femme enceinte par exemple, et puis d'autres personnes. Il y a des familles qui habitent, mais la site n'est pas totalement encore occupée. Okay. Mais au fur et à mesure, par nécessité, les gens viennent. Donc ces gens sont là-bas. Il y a des familles qui sont installées là-bas. Donc à notre fort étonnement, on a été informé. Moi, personnellement, j'ai été informé par mon surveillant. Le 10, à 7 h, il dit, patron, venez, les gens sont venus pour déguerpir les maisons. Donc, je viens, je n'ai pas l'accès. J'ai été informé à 7 h, imaginez-vous, je loge à Kisoso. 8h25, déjà, j'étais sur la site. Mais j'ai trouvé que les gendarmes étaient là en grand nombre. Toutes les rentrées de la site étaient assiégées par les gendarmes. Ces gendarmes, ce sont ceux qui sont venus accompagner... Ceux qui sont venus accompagner les policiers et la machine. Policiers, ok. Sur la complicité, sur l'ordre du préfet. Parce que en tant que premier responsable d'une localité, ces genres de choses ne peuvent pas se passer sans que le premier responsable de la localité ne soit informé. Si vous le permettez, on a l'élément de reportage, si la régie le permet, Mohamed Kamara. On va essayer de partir avec cet élément avant de revenir avec nos invités et sur un studio ici. Si bien évidemment la régie du côté de la télé peut partir avec nous au niveau de la radio. Allez-y. Al-Kali Yansani marche sur les ruines de sa concession. Cette maison représentait tout pour ce cultivateur. Pour ce vieillard, ce sont les efforts de toute une vie qui sont en lambeaux. On n'a nulle part où aller, mes 18 enfants et moi. Aujourd'hui, nous sommes sous le soleil. Cette autre parcelle, retournée à l'état de terrain, appartenait à ce jeune entrepreneur. Il envisageait d'y déménager après son mariage avec toute sa famille. Un rêve qui vient d'être brisé. Cette maison-là représentait vraiment quelque chose de très important parce que c'est ici que je voulais loger avec ma mère et mes soeurs jusqu'à ce que je sois marié. À quelques mètres de là, une autre famille de 5 personnes obligée de faire ses bagages. Le père, les enfants et même la mère en état de famille devront passer cette nuit à la belle étoile. Je suis vraiment inquiète. Je suis malade et je suis enceinte. Aujourd'hui, je ne sais pas où dormir. Non loin de là, la famille Condé s'apprêtait à déménager dans sa nouvelle concession. Mais il faudra attendre encore. Bon, on attendait seulement que les enfants finissent cette année pour l'étude à Conakry. On déménage ici. Ce qu'on ressentit aujourd'hui, c'est de la douleur. On veut la justice. Toutes ces familles ont obtenu le terrain avec la famille Silla qui était alors en litige avec un certain Aboubakar Kamara. Ce dernier aurait eu gain de cause à la justice, d'où cette opération. Plus loin, c'est le préfet on accuse de cette complicité avec l'auteur de cette démolition.
j'accuse le préfet parce que c'est lui qui a signé l'ordonnance pour la démolition d'ici. Une personne ne peut pas se lever dans un pays de droit et démolir des édifices construits par des personnes, d'autres personnes. Ça ne se fait pas dans aucun pays. Selon les informations recueillies sur place, c'est lundi dernier que le district a été informé de la tenue de l'opération. Et dans la soirée de mardi, les machines étaient à l'assaut des maisons. Sur les lieux, nous avons tenté d'avoir la version de l'huissier de justice qui suit le dossier, qui n'a pas souhaité s'exprimer. Voilà, on revient donc ici en studio. On a suivi cet élément de reportage. Mais comment peut-on expliquer cela? Comment est-ce que vous avez légalement acquis vos domaines? Quelqu'un peut-il décider un beau matin de venir tout casser? En tout cas, qui plus est, c'est un citoyen. Qui est-il, ce monsieur? C'est un certain. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. C'est un certain nommé Sekou Kamara, domicilié à la minière, qui se déclare propriétaire de Lepin. Les grandes gueules. Est-ce que vous le connaissez avant? A-t-il un domaine sur le terrain là-bas? Bien sûr. D'après les informations, il a 37 autres parcelles couchées là-bas. Il y a une maisonnette de chambre-salon qui est construite là-dessus. Et l'abri de ses gardiens au moment. D'accord. Non, mais y a-t-il une procédure? Parce que je suppose qu'il y a une procédure judiciaire. Si vous voyez un huissier venir sur le terrain, procéder à la démolition, c'est qu'il y a eu une procédure judiciaire, n'est-ce pas? Nous n'avons aucune information de cette procédure. À moins que son huissier vienne lui mentir qu'il a rencontré des occupants, qu'il a donné des papiers. Nous, aucun. Je ne le dis pas parce que je suis devant le micro. Je suis conscient. Mon éducation ne me permet pas de mentir, de regarder dans les yeux pour mentir. Si vous permettez, dans quelles conditions vous avez eu ce site-là? Vous avez acquis ce site-là? Peut-être une autre question qui va dans le même sens que sa question. Est-ce que en acquérant ces terrains-là, vous saviez que c'était des terrains litigieux, puisque dans le reportage on a mentionné qu'il y avait un problème entre la famille Silla et ce monsieur Kamara. Est-ce que vous saviez qu'il y avait ce litige-là? Jamais, on n'a jamais appris. Tu ne peux pas apprendre qu'il y a litige ici et que tu mets ton argent là-bas. Oui, depuis quand vous avez acheté? Oui, depuis 2000, je dis bien depuis 2018. Et comment vous l'avez? Est-ce que vous avez des documents, des papiers par exemple qui montrent que que les terrains vous appartiennent? Avec qui vous avez acheté ces terrains-là? Oui. Moi, je crois que vous et moi, nous sommes tous conscients. Quelqu'un ne peut pas même déverser des agrégats quelque part s'il n'a pas de papiers. Les papiers sont signés légalement par les autorités locales et par les autorités administratives d'alors. Mais si toutefois le préfet... Les autorités de Koya? Quels sont les documents que vous avez à disposition? Est-ce un plan de masse, un titre foncier? Quels sont les documents que vous avez? Pour le moment, on n'a pas de titre foncier. Je peux vous faire passer. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez comme document? Et vos documents ont été signés par qui? Par le document que j'ai, c'est signé par non seulement par le chef secteur, le chef de quartier, le chef, le maire et puis le sous-préfet adjoint. Parce que moi, j'ai payé mon terrain à la deuxième main. Je n'ai pas payé avec la famille Silla. C'est une dame, Madame Souma, qui a payé 2 terrains collés. Comme son mari étant malade en 2020, elle a décidé de nous vendre une partie de son terrain. C'est ainsi que j'ai payé ce terrain et j'ai fait le papier. Elle m'a dit de faire le papier. Les autres papiers sont avec elle. J'ai fait ce papier, j'ai déversé les agrégats. Ensuite, 2-3 mois après, on a fait le soubassement. Ce même jour, le monsieur nommé Kamara nous a dépassé. Sekou Kamara nous a dépassé en travail. Son gardien qui m'a donné les matériels, les brouettes et les pelles en location. C'est le même gardien, père à son âme, M. Bangoura, qui nous a dit que c'est l'un des propriétaires d'ici. Mais il nous a jamais signifié que le domaine l'appartient. Il vous a trouvé en chantier? Il nous a trouvé en chantier. Il nous a jamais prouvé que le domaine lui appartient. Et d'un seul coup, après
2 ans, moi j'étais au niveau du Sénat, c'était la couvraison qui restait. On a fini, après 2 ans, on a fait on a levé les murs et puis 8 mois après, un matin, on t'appelle pour dire que ta maison a été démolie sans d'autres informations. Vous savez qu'est-ce qui est plus amer que ça? C'est vrai que vous êtes très attristé aujourd'hui. La question de madame tout à l'heure. Et un huissier, avant d'arriver pour la démolition, de ce qu'on voit en tout cas qu'on a écrit ici, avant qu'un huissier ne vienne avec les machines, les gendarmes pour la démolition, il y a des procédures qui précèdent la démolition. Un jugement. Vous vous retrouvez à la justice, au tribunal, et que vous n'ayez pas raison, les droits lui reviennent, je vais dire, celui qui a raison de récupérer ses domaines et il peut passer à la démolition. Est-ce que vous, peut-être pas comme M. Condé, vous êtes une fois rentré en conflit avec qui que ce soit? Pas du tout. Ou Madame Souma avec laquelle vous avez acheté, vous a-t-elle une fois dit que elle est à la justice par rapport à cela? Non, pas du tout. Elle-même, sa maison a été démolie. L'autre fois, j'ai appelé l'huissier pour lui dire, monsieur l'huissier, c'est vous qui avez fait ce travail? Il dit oui, mais avant de faire un tel travail, préalablement, vous devrez informer. Il dit, maintenant tu as informé, non? Quand on a démoli, tu es informé. Vous n'avez pas saisi la justice, vous n'avez pas d'avocat que vous avez pris. Est-ce que vous n'êtes pas allé vers la justice? Nous, on a déposé une plainte au procureur près de la cour de première instance de Koya. C'est vrai qu'il y a. On a formé un pool d'avocats. Vous avez déposé cette plainte quand? On a déposé hier. Oui. Et on a formé un pool d'avocats. Et il nous a dit de faire venir tous les papiers nécessaires afin d'engager une procédure. Alors, on accuse Emmanuel. Ma question, c'est par rapport aux responsables du cadastre et domaine, parce que normalement... Et même le préfet qui est pointé du doigt. Exactement, parce que normalement, ils ont un fichier là-bas où tous les terrains sont répertoriés. Chaque fois qu'il y a session, ce registre-là doit... ce registre-là doit répertorier les différentes informations par rapport au nouveau acquéreur, par rapport à celui qui a cédé. Est-ce que vous avez interrogé du côté du cadastre pour savoir qu'en est-il de la situation? Mais dès lors qu'un domaine est loti, ce qui fait, c'est les agents de l'habitat qui vont lotir. Donc ce qui fait, le cadastre est bien informé. On ne peut pas lotir un domaine. Ce n'est pas un cabinet privé qui a loti. C'est reconnu par l'habitat de Koya. Comment se fait-il que si les gens payent ces terrains, ils commencent à investir? Personne ne vient leur dire qu'ici, c'est un domaine litigieux. Et quelqu'un vient de nulle part pour démolir, mettre tout à plat. Comment on peut comprendre ça? Et c'est le prophète lui-même qui a cautionné cette démolition, parce que c'est lui qui a signé l'ordonnance de mission pour aller démolir. C'est lui qui a cautionné. Vous avez vu le document sur lequel il a signé? Non, les documents ne sont pas pour le moment. Vous dites que le préfet lui-même a signé l'ordre de démolition. Le document n'est pas à notre disposition alors là, mais au temps opportun, on vous fera parvenir. Vous avez eu des informations que le préfet est impliqué? Oui. Est-ce que vous l'avez approché parce que c'est quand même le premier responsable de la préfecture et qu'il y ait une trentaine de concessions finies qui soient démolies. Est-ce que vous vous êtes rapproché du préfet? Si oui, qu'est-ce qu'il vous a donné comme C'est quand même étonnant qu'on en vienne là. Depuis le 10. Vous permettez, c'est quand même étonnant que vous nous disiez ce matin qu'il n'y a eu aucune procédure, que vous n'avez jamais été saisi d'une procédure quelconque jusqu'à la démolition. Jusqu'à la démolition. Ce n'est que le mardi, le 3 janvier 2023, que j'ai été informé par mon surveillant qu'il y a un huissier qui est sur le terrain en train de cocher les bâtiments sous la complicité du jeune frère du préfet de Koya, nommé Mazo, résident dans le quartier. Dans votre quartier? Dans le quartier là-bas, à Togiro. Donc c'est lui qui a dirigé l'opération de cochage. Donc, j'ai été informé le mardi, le 3. Je viens le jeudi sur le terrain pour voir la réalité. Après, je viens vers la préfecture
Rapprochez-vous du micro. Mais je n'ai pas eu quelqu'un qui me reçoit. Donc ainsi, j'ai replié, je me suis mis à informer les amis, les voisins. En notre fort étonnement, on était en train de prendre nos dispositions. En notre fort étonnement, le mardi 10 janvier 2023, je suis appelé par le même, mon même surveillant qu'il y a la machine qui est là avec les gendarmes pour la démolition en présence du même huissier. Bon, j'ai été informé à 7h. À 8h15, 25, j'étais déjà sur la site. Je n'ai pas eu l'accès. Tout était quadrillé. Tout était quadrillé par les gendarmes. Et puis, le pire, pourquoi nous accusons beaucoup le préfet en tant que premier responsable de la localité? Il y a une gendarmerie bien déterminée, gendarmerie départementale de l'habitat de Koya. Je pense bien, ce genre de problème de domaine, ce sont eux qui doivent être sur le terrain. Quelle gendarmerie y avait? C'est pas elle qui est venue? C'est pas la gendarmerie départementale de l'habitat de Koya qui a fait l'opération. Il a choisi gendarmerie mobile. Il a mis gendarmerie mobile à la disposition du huissier et la machine pour aller déguerpir. Mais est-ce qu'il y a des maisons qui ont été épargnées au moins? Est-ce qu'il y a des maisons qui n'ont pas été touchées sur le même site? Sur le même site, oui. Il y a un monsieur, je ne sais pas, je ne connais pas son nom, lui il a résisté. Je pense bien, lui doit être un corps habillé. Lui il a résisté et sa maison a été épargnée. Ok. Oui. Lui il était sur les lieux. Lui il habite là-bas. Il habite là-bas. Lui il habite là-bas. Il paraît qu'il était sur le point de sortir pour se rendre au service. Soudain, il voit la gendarmerie. Voilà, donc il a pris ses dispositions. Voilà, la question que moi je veux vous poser, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes une trentaine qui êtes concernés par ça. Je n'ai pas fini. Hier, on s'est constitué. Comme l'acte s'est passé depuis le 10, le préfet ne s'est pas intéressé. Nous nous sommes constitués, nous sommes venus vers le préfet. Vers le préfet. Avant de venir d'abord, à 17h, il m'a appelé, le préfet m'a appelé. Oui. Parce que vous savez, les réseaux sociaux sont le premier moyen d'information aujourd'hui. Que j'ai mis son nom sur le réseau social qu'il a ordonné la démolition des juges. Je lui ai dit, il a voulu m'intimider. Je lui ai dit, monsieur le préfet, nous ne sommes pas à l'heure de l'intimidation. Je suis prêt à donner ma vie pour se lever de terre parce que j'ai mis tout mon paquet, tout mon avoir. Donc je voudrais faire plaire à ma famille. Imaginez-vous, madame, être dans une location aujourd'hui avec une grande famille. Si toi tu es respecté en tant que premier responsable, mais ta famille est tout le temps piétinée. Il y a des petits chichis, ça ne finit pas. Donc, je lui ai dit, monsieur le préfet, vraiment, c'est pas la peine, je suis sur mes nerfs. Donc, je ne vais pas discuter avec vous. J'ai coupé le téléphone. Après, il m'a rappelé. Comme moi j'étais sur mes nerfs, mon frère a pris le téléphone, lui il a échangé avec lui. Il demande rendez-vous hier à 10h à son bureau. Je viens sur la site, j'informe les amis, je dis bon, venons vers le préfet. Comme il a eu l'audace de prendre rendez-vous avec nous, je dis venons vers lui. Oui. On vient, dès qu'il a senti l'attroupement devant la préfecture, il y a quelqu'un qui est sorti du bureau qui dit que, monsieur le préfet dit que de partir sur la site, le ministre de la Justice, Charles Wert, a laissé une délégation pour venir s'enquérir de la réalité du terrain. Tout le monde s'est transporté de ce côté sur le site.
On est resté jusqu'à 16h, personne n'est venu. Nous avons compris que c'était un moyen par le préfet de nous dissuader. Je suis resté dans la salle d'attente tout de suite. Le même préfet a envoyé la délégation au chef de quartier de Toguiron pour dire que nous, les illustrés, de nous regrouper et de venir le voir dans son bureau. Lorsque vous avez fait passer les titres, certainement il a entendu la situation. Maintenant, il commence à s'intéresser. Mais ça, c'est la base. Ça, c'est le BDC après. Il faut déjà dire que nous avons tenté de joindre le préfet en vain depuis hier pour avoir sa version dans cette affaire, mais on n'a pas pu l'avoir. Et pour terminer, on est pratiquement pris par le temps. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel appel avez-vous à lancer aujourd'hui? Vraiment, l'appel que nous avons à lancer aujourd'hui. Attendez, c'est une déception. Quand quelqu'un qui est censé être à la protection des personnes et de leurs biens, c'est ce dernier même qui est votre bourreau, c'est une déception au plus grand degré. Donc l'appel que j'ai à lancer, je demande à la population de Tonguiro de se lever comme un seul homme. Attention. Non. On n'appelle pas à la révolte sur nos antennes. Non, c'est pas. Si vous devez suivre la procédure légale, voilà. Je retire le mot. Voilà. On n'appelle pas les gens à la révolte. Je retire voilà, le mot. Retirez le mot, s'il vous plaît. Excusez-moi, je retire le mot. Ah ouais, je dis aux victimes. Alors. Vous avez déjà enclenché une procédure judiciaire, n'est-ce pas? Fort, oui, d'être plus fort. Voilà. De ne pas céder à la peur ni à l'intimidation du préfet. Donc, et je lance un cri de cœur au président de la République qui il a toujours prôné par ses actes et sa déclaration que la justice sera la boussole de sa gouvernance, de nous aider à nous rétablir dans nos droits. Bien. C'est l'appel que j'ai à lancer. Le message est passé, M. Fassou Inyasaba. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Et M. Condé Fodé Baro, merci à vous. Le cri de cœur, oui. L'appel que moi je lance, je demande à l'autorité de nous rétablir dans nos droits. Bien. Le message. La destruction de l'édifice privé. Nous ne sommes pas là pour le lopin de terre. Si le lopin de terre appartient à tierce personne, cela n'engage que lui. Mais nous, notre édifice, nos investissements là, que nous soyons rétablis dans nos droits. Bien, le message est passé. Voilà ce qu'on pouvait dire essentiellement sur cette actualité liée à un conflit domanial. Merci à vous tous à l'international. À venir dans la troisième partie, nous parlerons culture et nous nous rendrons également du côté de Sigiri pour parler de cette actualité, de cet autre conflit lié à l'exploitation artisanale de l'or. Bienvenue à tous. Et sur Espace TV, merci de votre fidélité. Nous allons parler culture à présent. Bien évidemment, l'auteur présente et analyse 3 réalisations professionnelles dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, les métiers d'assistant de production, de journaliste reporter d'image et de réalisateur d'un film documentaire sont successivement abordés pour témoigner du réel et donner une réalité au rêve. Dans cet exercice, l'expérience est toujours éclairée par la théorie, laquelle est illustrée par des situations précises, le tout débouchant sur des choses de métier. Nous rappelons que si le cinéma peut être un art, il est avant tout un artisanat. Des propos de Fabara Kone, donc, que nous allons recevoir d'un moment à l'autre dans ce studio pour parler de cette actualité qui se tient aujourd'hui, pratique et esthétique du cinéma, analyse de 3 réalisations professionnelles. C'est du côté du CCG. Et puis cette autre information, plusieurs blessés par balle à Sininkoro dans la sous-préfecture de Niagasola, préfecture de Sigiri. Ça s'est passé donc ce jeudi. Nous irons de ce côté pour écouter Candace Bala Keita. Il est le porte-parole des victimes. Il sera avec nous chez les Grandes Gueules. Mais avant, on a écouté ces déguerpis, Emmanuel, du côté de Koya. Il est ouvert, allez-y, voilà. Activez. Alors oui, on a écouté ces déguerpis-là. Moi, la première observation que j'aimerais faire, c'est par rapport à la décision de justice qui permet à ce monsieur Camara d'avoir un huissier qui exécute la décision. Parce que lorsque nous parlons en matière de droit foncier et domanial, ceux qui ont acquis le terrain, les nouvelles acquéreurs, voilà, ceux-ci-là, ils ont
la pleine propriété du terrain. Ça veut dire que tous les droits réels qui sont attribués à la gestion de ces terrains-là, à l'exploitation de ces terrains-là, leur sont attribués. Ça veut dire que s'il y a une action en justice qui doit être diligentée par rapport à ces terrains-là, c'est à eux que l'acte doit être adressé. Mais lorsque, parce que le problème par rapport à ces terrains, c'était entre M. Camara et la famille Silla. Lorsque la décision intervient, à moins qu'on ait adressé ne serait-ce qu'une signification à ces familles ou à leurs conseils, on aurait dû, dès l'entame de la procédure, informer à ces personnes-là, puisque le monsieur, il venait les dépasser là-bas, on aurait dû les informer. Le terrain sur lequel vous êtes en train de construire, c'est un terrain litigieux. S'il vous plaît, si on vous a vendu ce terrain-là, demandez à ce qu'on vous remette votre argent. Pourquoi attendre que les gens finissent d'investir autant d'argent, autant d'énergie pour revenir et mettre à sac tout cassé? Donc, de la responsabilité de l'ancien acquéreur, il devrait y avoir une certaine alerte. Mais surtout du côté de la justice, on ne peut pas se permettre d'exécuter une décision comme ça sur des personnes qui n'ont jamais été parties au procès. Or, en réalité, le terrain est sous leur responsabilité. L'autre côté, l'autre précision que j'aimerais faire, c'est que quand on parle de parcelles, notamment chez le service de cadastre et domaine, chaque terrain est identifié. Et un terrain ne peut pas être doublement ou triplement identifié. L'identification... Sauf que ici, à Koya et à Dubreka, c'est compliqué. Et ça, c'est triste. L'identification est unique. Et lorsque le terrain est identifié, chaque fois qu'il y a changement de propriétaire, chaque fois que le terrain est cédé, il doit y avoir une inscription modificative mettant à jour le registre. Or, c'est ce qui n'est pas fait et c'est très malheureux pour notre pays. Et 3 à 4 personnes peuvent acquérir le même domaine de ce côté, Haoulatou. On a écouté tout de suite les victimes. Parmi les victimes, il y a une des victimes qui... Ce serait bien d'avoir l'autre son de cloche parce que les victimes disent qu'il n'y a jamais eu procès. Qu'il n'y a jamais eu procès. Alors, comment est-ce que l'huissier a-t-il eu l'autorisation de venir démolir et puis avoir avec lui la loi, les gendarmes qui sont venus l'accompagner? Ça veut dire que cela atteste qu'il y a une procédure régulière. Et moi, ce que je n'ai pas compris de ce côté, il y a une des victimes qui nous disait tout de suite qu'elle a acheté le terrain en 2020 avec une autre dame qui avait déjà... En fait, elle a racheté le terrain. La dame aurait dit qu'elle a eu un problème d'argent, c'est pourquoi elle revend le terrain. Qui sait si la dame-là n'était pas informée qu'il y a un problème, c'est pourquoi elle a revendu. Elle n'a pas tout revendu. Il a précisé. Elle-même son domicile, mais moi je pensais que alors c'est à cause de cela qu'elle aurait... Non, sa maison a été démolie. Ok, c'est que je n'ai pas parce que moi, c'était que son mari qui avait des problèmes de santé et en cours d'argent, elle a revendu une partie, parce qu'elle avait 2 parcelles, elle a revendu une partie afin de s'occuper de son mari. Mais elle a continué à rester là. Son domaine, elle a construit et qui a aussi été démoli comme les autres. Voilà, allez-y pour clore. Moi, pour clore, force doit rester à la loi. Dans cette procédure, on sent qu'il n'y a pas eu de respect de forme et de procédure en la matière, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un huissier de justice puisse venir se permettre de démolir, quel que soit, même s'ils sont dans du faux, même si ils sont pas en train ils n'ont pas les documents légaux qu'il faut. Les grandes gueules. Les informer, les interpeller afin de les mettre dans la procédure. Maintenant, cette question liée au problème foncier et domanial, c'est un problème très important. Il y a tellement de problèmes, c'est tellement récurrent que la bonne idée serait aujourd'hui, à l'image de la CRIEF, de mettre un tribunal spécialement dédié aux questions liées aux problèmes fonciers et domaniaux, aux conflits domaniaux. Parce qu'en réalité, on est confronté à ça. Ça ne finit pas. Du côté de Koya, c'est tout le temps des problèmes qui sont là. Des fois, la population est en avance à l'État, elle avance par rapport à l'État. On ne cesse de le dire. Des fois, tu peux voir une même personne qui font des magouilles, des fois qui sont soutenues par des autorités locales qui sont là. C'est là où, en général, aujourd'hui, il est important un tel problème. Au-delà du fait que la justice doit s'intéresser à ça, c'est également important que le ministère de l'administration et du territoire est interpellé, parce que les préfets relèvent de lui directement par rapport à cette situation-là, mais également le ministre de la Justice lui-même qui a cette habitude-là de prendre des injonctions contre des gens. Voici une opportunité qui se présente devant lui encore une fois, une trentaine de maisons démolies, c'est un cas humanitaire. Maintenant, aujourd'hui, que les autorités se bougent de ce côté-là pour qu'on puisse résoudre ce problème-là et que ce problème puisse connaître des solutions définitives, parce qu'on est confronté à ça tout le temps. Il faut maintenant que ça cesse. Là, on peut rêver si tu
tu parles de solution définitive. Sans transition, d'ailleurs, on va enchaîner avec vous, Caps, pour partir du côté de Sigiri. On a suivi ces cas de violence, ces affrontements autour d'une mine d'or de ce côté. Oui, exactement. Voici, Madame Yoro, pour dire encore une fois qu'on est dans un pays où quand un problème se pose, on est dans on gère ça, on trouve des solutions conjoncturelles, on ne cherche pas, on ne s'inscrit pas dans des solutions beaucoup plus structurelles. Et quand ça arrive, on met des délégations qui viennent parler, la situation se calme et puis c'est terminé. Il faut que ça se relève ailleurs. C'est ce qui est arrivé hier dans ce district de Sininko, où vous avez 11 autres villages venant de la même sous-préfecture de Niangasola qui se dressent contre un seul village. Parce que tout simplement, ces gens ne seraient pas d'accord de cette exploitation illégale et minière de ce côté. Donc, eux, ils se disent que tout le temps, ils sont victimes de ça. Ils ne sont pas d'accord vis-à-vis de cette exploitation. Donc, ils ont fait des pas pour aller voir les autorités locales qui y sont, notamment la sous-préfecture. Et c'est une semaine après leur visite à que la sous-préfecture se soit déplacée pour venir dans leur district pour essayer d'arranger les choses, qu'on voit ces 11 autres villages se lever pour venir justement les violenter. Et on nous parle de 5 blessés et des dégâts matériels importants à ce niveau-là. C'est pour dire encore une fois que Emmanuel le signalait au début de l'émission, l'absence des fois des services de défense, de sécurité qui se retrouvent à l'intérieur du pays, ils sont souvent oubliés. Et ça, cette question-là doit interpeller à plus d'un titre. Ce n'est pas une première fois, encore moins une seconde fois, parce que vous vous imaginez, quand vous avez 11 villages qui se lèvent contre un seul village et que ce village se dise... Les autorités doivent être là. Les autorités doivent être là. Il faut essayer de mettre la balle à terre parce que c'est une situation qui peut virer au drame. Il faut faire attention. Et c'est justement à cause de ça aujourd'hui que les services publics doivent se lever pour pouvoir résoudre ce problème-là, pour ne pas qu'on en arrive au pire qu'on ne souhaite pas. Alors, nous partons sur le terrain pour essayer de comprendre cette situation avec Candace Bala Keita qui est en direct chez les Grandes Gueules d'Aouda Mohamed. Monsieur Keita, bonjour. Bonjour, monsieur Daouda. Alors, vous êtes citoyen de cette localité. Dites-nous d'où est parti d'où sont partis ces affrontements entre les villages. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci aux Grandes Gueules. Je m'appelle Bala Keita et je suis porte-parole des victimes de Sininko. La situation là a commencé, monsieur Daouda, il y a cela 8 mois. Pratiquement. C'est que dans notre village, on a réussi à démanteler un scandale financier. Dans ce scandale financier se trouvait le président de la jeunesse et le doyen du village, plus ses 2 frères. Le président de la jeunesse, c'est Nana Doumbouya, et le doyen du village, c'est Nana Bala Keita. Donc le village était plongé dans ce scandale financier depuis un certain moment. Mais c'est à la suite de la mort de l'ancien président du bureau du district qui avait été remplacé il y a de cela 4 mois par un jeune frère que le village s'est rendu compte réellement qu'il y a un tripatouillage de ces revenus qui a été organisé par le président du district en commun accord avec le doyen du village. Donc le nouveau président du district... Vous parlez, M. Keita... Monsieur Keita, vous parlez de scandale financier. Ce scandale tourne autour de combien? Qu'est-ce que vous avez découvert de ce côté? Bon, voilà, à date, nous avons réussi à démanteler ce réseau qui tourne autour d'un montant de 3 milliards 436 millions 800 000 francs guinéens. Ce montant, quelle est la provenance de ce montant? Exactement, ces montants-là proviennent des recouvrements que le village parvient à effectuer dans les mines. Derrière les machines de concassage, les machines de détecteurs et autres dans lesquels le village procède à l'exploitation artisanale. Plus les revenus ici également des recouvrements que nous faisions auprès des commerçants qui se trouvent dans le village. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici présentes dans ce village. Donc du fait que le nombre est élevé, on parvient au moins à chaque mois à faire des recouvrements au sein du village pour pouvoir faire des réalisations pour son développement. Donc finalement, lorsque le président du district s'est opposé au partage illégal des revenus du village, finalement le président de la jeunesse et le doyen du village ont formé un bloc contre tout le village.
C'est ainsi que la jeunesse également est entrée dans la danse du côté du président du district pour le soutenir. Parce que réellement, le village aspire à se développer. Si vous imaginez aujourd'hui que dans un village de 18 000 habitants, les 3 forages que l'État avait envoyés, finalement, ces forages-là sont au géré. Il y a que 3 salles disponibles pour toute l'école primaire. La première et la deuxième année se trouvent dans une seule salle, la troisième également et la quatrième année se trouvent dans une autre salle, la cinquième et la sixième dans une autre salle. Le plus difficile dans Vous voulez dire que le village n'a qu'une école de 3 salles de classe et des classes multigrades, c'est ça? Une école de 3 salles, oui, exactement. À l'hôpital, lorsque les femmes accouchent, on est obligé de redescendre en ville pour aller chercher de l'eau. Donc finalement, le nouveau président du district a pris conscience de tous au partage d'un refus du village. C'est ce qui n'a pas plu aux doyens et le président de la jeunesse. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme stratégie? C'est aller vers les villages voisins qui nous entourent, donc pour les faire révolter contre le village. Donc comme quoi que ces villages-là, il a des parents là-bas, donc tout le reste du village aujourd'hui est considéré comme des étrangers. Donc c'est comme ça que les choses sont entrées en mouvement. Pendant que le village à l'interne se bat pour changer le bureau de la jeunesse, parce que le bureau de la jeunesse est responsable de tout ce que nous avons aujourd'hui comme détournement au sein du village, nos voisins sont venus se mêler dans la danse simplement parce que le soin du village est leurs parents. Donc, par conséquent, ils doivent apporter leur soutien à ces parents-là. Oui, on a vu ces affrontements hier, notamment des blessés. Est-ce que au plus haut niveau de la préfecture, il y a eu les autorités sont venues, se sont présentées pour essayer de trouver une solution à l'amiable? Bien avant d'abord le 2 janvier et le 16 décembre, nous avons d'abord alerté les autorités au niveau sous-préfectoral avec un rapport d'information sur la situation et sur ce qui nous entourait comme danger. À la préfecture également, nous avons déposé ce même rapport. Au tribunal de première instance de Sigiri, le rapport avait été déposé pour alerter le procureur. À la gendarmerie territoriale de Sigiri, nous avons encore déposé le même rapport pour informer tous ceux qui peuvent intervenir dans l'immédiat dans cette affaire. Donc, le 16 décembre, le secrétaire général chargé des collectivités locales avait effectué un déplacement pour aller nous écouter et nous entendre sur ce qui ne va pas dans le village. Et dans la plupart des déclarations, les gens ont fait croire que tout va bien chez nous en interne. Mais nous sommes menacés par nos voisins qui s'infiltrent dans cette situation alors qu'ils ne sont pas du tout liés. Donc au retour, le général est parti à Sigiri. Bon, finalement, derrière eux là-bas, nous avons été agressés par les voisins qui étaient venus assister à cette rencontre. Donc le 2 janvier, pour toujours continuer dans son plan de trouver solution à ce problème, le général a invité les 10 villages voisins, plus Sininko lui-même, le président des districts et le président de jeunesse, plus une représentante des femmes. Donc arrivé sur place, le général a parlé de ce que le code des collectivités locales exige dans le cadre de la gestion des affaires internes d'un district. Donc il a dit à ces villages voisins de ne plus chercher à se mêler dans les affaires internes de Sininko, parce que Sininko est un district. Car selon le code des collectivités locales, un district ne doit pas influencer ou se mêler dans la gestion des affaires internes de notre district. Donc cette déclaration du secrétaire général n'a pas plu à ces gens-là. Devant lui là-bas, ils se sont révoltés pour le dire, tu as parlé pour vous, laissez-nous faire maintenant ce que nous voulons. Parce que Sininko est bâti sur la terre de nos ancêtres. Sininko nous appartient. On ne peut pas accepter qu'une personne pièce comme vous nous interdise de nous mêler dans les affaires de Sininko. Alors, Monsieur Keita, si vous permettez, on est un peu pris par le temps. Dites-nous, quelle est la situation qui prévaut aujourd'hui du côté de Sininko? Voilà, madame, nous sommes inquiets, nous sommes abattus, parce que ce qui se passe à Sininko ou ce qui se passe dans cette situation ne se passe nulle part ailleurs dans le monde. Pensez-vous réellement qu'après 100 ans d'existence dans un village, on vous considère toujours comme des étrangers? On vous considère comme des personnes qui ne doivent pas gérer ses propres problèmes. Donc aujourd'hui, nous sommes entre la peur
et la frustration. Parce qu'à tous les niveaux, nous avons alerté. C'est que les dispositions ont été prises à la dernière minute. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est abominable. Bien, dernière question, Emmanuel. Alors, ma question, c'est, vu que ce qui s'est passé hier, est-ce que à date, il y a eu une patrouille qui a été dépêchée, en tout cas des dispositions qui ont été prises visant à sécuriser le village, puisque la menace pèse encore de ce côté. Est-ce qu'il y a même un poste une mission des autorités préfectorales, parce qu'on a vu des cas de blessés de ce côté. Donc, dans l'urgence, lorsque l'information avait été partagée, dans l'immédiat, ils ont envoyé des pick-up pour aller faire des patrouilles. Et ces pick-up-là sont quittés là-bas hier entre 22h et 23h pour retourner à Syrie. Donc, jusque-là, la menace paye. Et nous avons peur. Et au-delà de tout, nos biens ont tous été extorqués. À date où je vous parle, on a des biens qui sont confisqués et déposés dans un village voisin qu'on appelle Tendé. Donc, la menace, elle est pesante. Bien. Ce que moi, je lance comme appel auprès des autorités, à tous les niveaux, c'est de prendre tout ce qu'il y a comme disposition. Parce que le village est menacé par ses voisins. Bien, Monsieur Candace Bala Keita, en tout cas, le message est passé et peut-être même le ministère de l'administration du territoire est interpellé, qui c'est le ministère de la Sécurité. Merci en tout cas et bon courage. Merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin.